Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 27 mars. Voici les titres de ce journal. J-2 avant les élections départementales. Dimanche, c'est le second tour. Plus de 288 000 électeurs vendéens sont donc appelés aux urnes pour élire leur binôme qui représentera leur nouveau canton. C'est un nouveau chapitre qui fleurit pour le printemps du livre de Montaigu. Comme chaque année, l'événement a débuté avec les petits. L'occasion pour ces jeunes lecteurs de rencontrer souvent pour la première fois leurs auteurs. Elles se retrouvent pour rompre l'isolement de leur maladie. Ces personnes sont atteintes de fibromyalgie, une maladie aux douleurs inexpliquées qui affecte donc la vie sociale et professionnelle. Rencontre dans ce journal. Dimanche, c'est le second tour des élections départementales. 10 cantons sont donc appelés à nouveau aux urnes. Vous le voyez sur la carte, les électeurs du littoral devront donc faire un choix entre un binôme du Front National et un binôme de droite. En rose, toujours sur la carte, il s'agit des 3 cantons où c'est un duel entre la gauche et la droite. Reste également l'Île-Dieu où là-bas, les 2 binômes sont sans étiquette. Et dimanche, sur ces 10 cantons, vous serez donc plus de 288 000 électeurs invités à aller voter. Et au terme de ces élections, les 17 nouveaux cantons auront donc un binôme homme-femme. Mais à quelques heures de ce second tour, il reste encore des zones d'ombre pour les électeurs. Le redécoupage des nouveaux cantons et les compétences des futurs élus semblent encore difficiles à comprendre. Exemple à Fontenay-le-Comte avec Karl Laboureux. Duel gauche-droite pour ce second tour dans le nouveau canton de Fontenay-le-Comte. Ici, près de 55% des électeurs se sont déplacés aux urnes dimanche dernier, malgré tous les changements liés à ce scrutin. À commencer par les binômes hommes-femmes, une nouveauté aujourd'hui intégrée par les électeurs. Moi, je trouve que c'est pas mal. Une femme et un homme, voilà, comme ça, il n'y a pas de différence. Je suis pour l'égalité des sexes, donc autant pour la femme que pour l'homme. Autre changement, les contours des cantons qui, rappelons-le, ont été redessinés et souvent élargis. Et c'est ce qui interpelle les électeurs. De quel canton dépend aujourd'hui ma commune et est-elle concernée par un second tour? À quelques heures de celui-ci, certains s'interrogent encore. Avant, vous étiez quel canton? C'était Saint-Hilaire-des-Loges. Saint-Hilaire-des-Loges qui a disparu. Voilà. Et donc maintenant, vous êtes rattaché au canton de... Rattaché, je gagne quelque chose si je réponds. C'est rattaché à Fontenay. Non, c'est ça? Alors moi j'habite une petite commune très proche de Fontenay puisqu'elle touche à Fontenay. Et du coup c'est passé à plus de 50%. Donc je pensais que je n'allais pas voter puisque maintenant le choix a été fait en fait. Et du coup voilà, il faut revoter, même si c'est les mêmes binômes dans les petites communes de la périphérie de Fontenay, Fontenay-le-Comte, en fait toutes les communes qui touchent. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me surprend. Et puis ce qui reste encore flou pour les électeurs, ce sont les domaines de compétences des futurs élus. Quelles sont les missions d'un département? Mais pour tous ceux qui ont été votés dimanche dernier, le devoir de citoyen reste le plus important. Je vais toujours voter, c'est un droit qu'on a obtenu, donc je l'utilise, c'est normal. Quelle que soit l'opinion de chacun, je pense que c'est un devoir. Le devoir citoyen, le vote. Rendez-vous aux urnes donc dimanche dans le canton de Fontenay-le-Comte comme dans 9 autres cantons de Vendée. Et notez que vous pourrez suivre les résultats en direct à partir de 19h55 dimanche soir. TV Vendée vous propose en effet une nouvelle émission spéciale. Comme lors du premier tour, en plateau, un politologue commentera les chiffres. Et l'émission sera présentée par Adèle Fugère et Aurélien Martin. L'actualité, c'est aussi le lancement du printemps du livre de Montaigu. Comme chaque année, l'événement ouvre donc un nouveau chapitre en compagnie des jeunes lecteurs. Ce vendredi, plus de 3000 scolaires ont pu rencontrer leurs auteurs. Pierre Dalicieux les a retrouvés dans les allées. Alors, quelqu'un d'autre peut-être va lire? Attends, t'as déjà lu ceci, vas-y. C'est parti pour une grosse journée. Les auteurs jeunesse présents vont voir défiler devant leurs yeux près de 3000 jeunes. Autant dire qu'il faut s'y préparer, même si la plupart sont habitués. Oui, ça va être intense. Oui, ça en fait beaucoup. Je crois qu'à la fin de la journée, je n'aurai plus de voix. Des jeunes captivés par leurs auteurs favoris. Ce n'est pas tous les jours qu'ils pourront partager avec eux. Un moment privilégié donc, surtout que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils peuvent mettre un visage sur un dessin ou un texte. Avec une auteure qui leur raconte elle-même l'histoire, c'est toujours mieux. Je ne sais pas s'ils sont impressionnés ou oui, peut-être c'est un mélange, voir tout d'un coup les personnages s'incarner, enfin peut-être, par la personne qui les a créés, oui.
Cette sortie est prévue depuis longtemps dans certaines classes. Le printemps du livre, un rendez-vous incontournable pour beaucoup de professeurs. Ils attendent ça avec impatience parce que c'est un salon qui a lieu qu'une fois par an. Donc du coup, ils ont très peu la possibilité dans l'année de rencontrer les auteurs. Donc c'est vrai que quand on peut le faire, on en profite. Le but aussi du salon est bien évidemment de vendre des livres. Cette journée est donc pour les éditeurs et les libraires très importante pour la suite. Sauf que tout ce que son père va lui proposer, c'est soit d'adopter Georgette la crevette. Bon, ils ne vont pas forcément acheter aujourd'hui, mais ils vont garder en mémoire. Donc il faut les marquer, il faut qu'ils puissent se souvenir demain ou après-demain en revenant avec leurs parents. Ah tiens, je me rappelle de ça, cette histoire-là, elle était bien sympa. Donc ouais, il faut essayer de les marquer. Ce salon n'est pas ouvert aujourd'hui uniquement qu'aux scolaires. Alors pour ceux qui s'y sont aventurés, mieux valait être préparés à voir autant d'enfants. Il y en a beaucoup, ça fait un petit peu de bruit, mais enfin les allées sont quand même assez libres encore. Donc ça va, c'est très bien. Pas sûr que demain ces allées soient moins remplies qu'aujourd'hui. L'année dernière, le printemps du livre de Montaigu a attiré quelques 40 000 visiteurs. Cette information à présent qui peut inquiéter mais qu'il faut relativiser. 8 cas de radicalisation ont été signalés en Vendée. Il s'agit donc de 8 personnes dont la pratique de l'islam est devenue extrémiste et peut donc alerter les services de renseignement. Vous découvrez la carte de France. De nombreux départements sont donc plus concernés par cette situation. Ces chiffres proviennent du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement a en effet lancé un plan de lutte contre la radicalisation pour empêcher notamment les départs en Syrie. On va parler à présent d'une maladie peu connue et donc peu comprise. Il s'agit de la fibromyalgie. Les personnes atteintes sont souvent vues à tort comme des personnes dépressives. C'est pourtant loin d'être le cas. Les malades sont donc souvent incompris, évidemment. Une association leur permet donc de rompre l'isolement en se réunissant. Différents ateliers sont proposés, mais c'est surtout l'occasion de se retrouver. Reportage d'Alix Lanos. Tu passes dans le premier et tu le repasses tout de suite dans l'autre. Autour de la table, tous sont fibromyalgiques. Des douleurs inexpliquées partout, tout le temps. C'est le quotidien de ces malades. Une maladie invisible et néanmoins très handicapante pour ceux qui en souffrent. Longtemps considérée comme une maladie psychiatrique, elle n'est reconnue que depuis une vingtaine d'années et la diagnostiquer est encore compliquée. Au début, c'est ça, on se demande si on n'est pas fou parce que oui, on a mal, mais il n'y a rien. En plus, les médecins sont assez durs là-dessus parce qu'ils font passer un examen et ils disent il n'y a rien sur l'examen, vous n'avez rien, quoi. Donc, bon. Alors, difficile quelquefois de faire comprendre la souffrance à son entourage, qui associe souvent la maladie à de la dépression. J'ai mal partout, des céphalées de tension, j'ai mal partout sur la tête. Et je dors pas, je me lève le matin, je suis fatiguée. Moi, je me sentais très fatiguée, quelquefois au point de ne même pas pouvoir, genre comme si j'avais eu un boulet aux chevilles, pas pouvoir avancer. Mais je sentais bien qu'au fond de moi, j'étais pas dépressive. 9 malades sur 10 sont des femmes. La fatigue extrême, les douleurs affectent leur vie sociale, mais également professionnelle. Et il n'y a pas, à ce jour, de traitement pour lutter contre la fibromyalgie. Le seul traitement, c'est se faire du bien. C'est de se détendre. Donc ça va être la chaleur, le kiné, la piscine. Et se faire du bien comme les ateliers. Voilà, passer du temps avec des gens. Enfin, c'est se détendre. Alors une fois par mois, les membres de l'association se retrouvent comme aujourd'hui. Ils parlent de tout, de rien, mais finalement rarement de leur fibromyalgie. Cette maladie qui toucherait 2 à 3% de la population en France. On en parle souvent dans ce journal. Pour beaucoup, c'est l'heure de l'orientation, mais c'est également l'heure des premiers concours. Aujourd'hui, par exemple, 3 jeunes Vendéens ont participé au concours départemental du meilleur apprenti de France, catégorie art du service. Ici, c'est bien la pratique qui a été jugée. Samuel Grasset était sur place pendant l'épreuve. Dans un service impeccable, tout est une question de détail, jusqu'à la moindre miette de pain ou la connaissance des plats. Du citron vert et du wasabi. Très bien. Tous les faits et gestes sont scrutés par les membres du jury. Chaque mouvement est noté, chaque présence est notée, chaque faux pas est noté aussi. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Ils sont 3 aujourd'hui à présenter ce concours pour décrocher le titre départemental de meilleur apprenti de France dans la catégorie art du service. Il y a plein de petits gestes où il faut faire bien attention. Bien servir à droite, tout débarrasser, quand on sert au plateau,
se servir à gauche, des choses comme ça, rajouter du pain, rajouter de l'eau. Mais c'est surtout au moment de montrer leur savoir-faire devant les clients que le stress monte parmi les candidats, comme lorsqu'arrive l'épreuve de la découpe d'une entrecôte. Tout dépend de la qualité de la viande en fait. Vu que là, elle n'était pas top, c'était difficile. Pour le dessert, c'est une épreuve de flambage de bananes caramélisées. Des traditions françaises que les élèves qui tenteront de décrocher leur bac pro dans quelques mois se doivent de maîtriser. Je trouve ça parfait, je trouve que ces jeunes se donnent beaucoup de mal et puis c'est plaisant de voir quelqu'un qui a un but dans la vie. Elle nous dit qu'elle veut continuer, je trouve ça bien. Je suis admirative devant ces jeunes. Ces 2 heures de service en salle viennent couronner une matinée d'épreuves. Le verdict tombe enfin. Très heureuse, j'aurais jamais cru recevoir la médaille d'or. Pour moi, là, je m'aurais contentée du bronze. Je suis très très contente. Il y a un niveau quand même qui était assez haut. Ça ne nous étonne pas de ces élèves qui, en prenant cette démarche de participer, se sentent bien préparés et c'est très très bien. Tiziana et Jordan décrochent tous les 2 la médaille d'or départementale de meilleur apprenti de France. Mais les 3 candidats sont sélectionnés pour se présenter au concours régional. Et décidément, tout est jugé après ces jeunes. On revient sur le concours des meilleurs produits de Vendée. Le concours s'est déroulé il y a une semaine. Il y avait 15 catégories, parmi lesquelles la catégorie du fion, une des grandes traditions vendéennes, bien sûr. Et après l'annonce des résultats, Grégoire de Châtillon s'est rendu chez les gagnants. Le saviez-vous? Fion veut dire flan en patois vendéen. Certains l'appellent aussi d'ailleurs le flan maraîchin. Thérèse et Michel, très attachés aux traditions pâtissières vendéennes, s'en sont fait une spécialité qui vient tout droit de la famille. Ce savoir-faire, on le doit surtout à ma grand-mère Eugénie, qui m'a appris cette recette. Chez nous, on faisait traditionnellement ça, vraiment à Pâques, avec toute la famille. On se réunissait pour préparer les croûtes et après les remplir le samedi de Pâques. Préparer les croûtes, c'est sans doute l'opération la plus importante et surtout celle à ne pas rater dans l'élaboration du fion. Donc après avoir mis en forme la pâte dans les moules, donc il va falloir la faire cuire dans l'eau. Et donc on va la plonger dans un bain à 100 degrés, en fait, de l'eau à 100 degrés. Donc il faut bien remplir la croûte pour que la pâte reste en forme dans le moule. Ensuite, place au démoulage avec précaution. Vous voyez, elle est très 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 molle en fait, comme des pâtes que l'on vient de faire cuire. Hein. Et donc ensuite, on va la faire sécher pendant au minimum 48 heures. Devenues rigides, les croûtes peuvent enfin contenir les œufs au lait parfumés de cannelle et de vanille. Ces flans ont été fraîchement médaillés d'or au dernier concours départemental des produits de Vendée. Et figurez-vous, ce n'est pas une première. On fait le concours depuis ses débuts, ça fait une quinzaine d'années. On a 10 médailles d'or. Donc voilà, donc ils vont avoir pris un aspect bien doré. Une fierté pour les fournés de la vie qui naturellement n'hésitent pas à le faire savoir en boutique. L'entreprise artisanale réalise environ 600 fions par semaine. Comme hier soir, en match amical au niveau international, à Montaigu cette fois, la France rencontrera-t-elle le Brésil? En tout cas, les 2 équipes des moins de 16 ans participeront bien au Mondial Football Montaigu. La 43e édition a été présentée hier. Elle se tiendra toute la semaine prochaine et jusqu'au lundi de Pâques. Et elle concerne donc les joueurs de moins de 16 ans. C'est donc une grande nouvelle. L'équipe brésilienne sera bien présente cette année, tout comme 7 autres grandes équipes, à l'image du Maroc, du Mexique, de la Côte d'Ivoire ou encore bien sûr de la France. Et au-delà de la compétition des 8 nations, le Mondial Football Montaigu, c'est également une compétition des clubs. Là aussi, 8 clubs se rencontreront, dont une équipe vendéenne. Mais quelle que soit la compétition et le niveau, l'événement se veut toujours un rendez-vous amical autour du ballon rond, comme le confirme le directeur du Mondial. C'est un esprit, c'est, je dirais, contrairement à ce qu'on voit un petit peu
à l'extérieur, dans le milieu professionnel, ça reste encore assez naturel. Hein. Bon, ils ont 16 ans, même s'ils sont dans des clubs pro, mais ils sont attentifs à ce qu'on leur dit, c'est pas dénaturé encore. Et puis notre esprit à nous, c'est vraiment du bénévolat, c'est vraiment l'histoire de se retrouver ensemble, de faire fonctionner cette belle mécanique. Ce week-end, les artisans vous ouvrent les portes de leur atelier. C'est en effet les journées des métiers d'art, car effectivement, il s'agit bien d'œuvres d'art. La preuve avec les souffleurs de verre. Leur technique reste toujours impressionnante. Cyril Guillet s'est d'ailleurs rendu dans une entreprise spécialisée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le site accueillera le public tout le week-end. Visite en avant-première, regardez. C'est de la physique de base. Température de ramollissement, la physique et de la chimie, quoi. C'est ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que la société Nivine s'est implantée en octobre 2014. Son cœur de métier, le soufflage de verre au chalumeau, un savoir-faire transmis de père en fils et que Wilfried Alain n'a de cesse de perpétuer. Mais tout commence par la matière première, le verre, et aujourd'hui, seuls 2 fournisseurs, un Tchèque et un Allemand, peuvent répondre aux critères précis nécessités par cette pratique. Nous achetons ce verre sous forme de tube d'1,50 m, voilà. En fonction de la pièce qu'on a fabriquée, on va prendre un tube plus ou moins gros et plus ou moins épais. On s'adapte en fonction des commandes des clients ou des projets qu'on veut réaliser. Et ce sont essentiellement des marques de luxe qui font appel au savoir-faire de cette entreprise, des marques françaises qui exportent dans le monde entier, comme Diptyque pour les photophores, Mariage Frères pour l'art de la table ou Ligne Rosette pour des luminaires. Elle réalise aussi des pièces uniques pour Chanel et Louis Vuitton. Le geste est précis, les réalisations parfaites et c'est le plus souvent sur un tour que ces pièces prennent vie. Le chalumeau est en train de travailler, il fait son effet. On arrive à une température qu'on appelle de ramollissement qui est au-delà de 700 degrés. La flamme en elle-même est à 1500 degrés, donc on couvre largement ses besoins. Et quand le verre est en température de ramollissement, si on n'avait pas cette force centrifuge, le verre, ça serait un peu comme de la guimauve, ça tomberait directement par terre. Et pour donner du volume à la pièce, le verre incandescent est soufflé par le tourneur. Elle maintient bien son verre sous pression dans son tuyau. Et le verre vient se plaquer contre la contreforme. Au fur et à mesure, elle avance jusqu'à l'extrémité de la contreforme, la pièce est terminée. L'autre technique développée dans ces murs, c'est le travail à la table. Ici, le chalumeau est fixé et c'est la main qui modèle le verre. Des années de pratique sont nécessaires pour maîtriser tous ces gestes et pour la première fois, l'entreprise livrera quelques secrets de fabrication lors des Journées européennes des métiers d'art. L'occasion pour toute l'équipe de partager leur passion. C'est un métier, j'ai tendance à dire, qui rend heureux. Parce que dans le regard des gens, on sait qu'on est presque des magiciens. Nous, c'est notre métier, c'est notre job. Mais je sais que vraiment tous les gens vous parlent comme un souffleur de verre, comme un magicien, comment vous faites, comment ça se passe. C'est la magie de notre métier. Aujourd'hui, Nivine se lance un nouveau défi, créer sa propre collection avec entre autres une série de verres froissés, des tuteurs à orchidées et des verres gigognes. Un magasin a déjà vu le jour et un site internet est en cours de création. Attention, ce week-end, on passe à l'heure d'été. À chaque fois, c'est donc l'éternelle question. Faut-il avancer ou reculer nos montres? Et à ce sujet, vous semblez plutôt perdu. Je crois qu'on recule d'1 heure. Oh purée, non, j'en sais rien, je me rappelle jamais. On va gagner 1 heure le matin. Vous êtes sûr? Oui, il me semble, oui, qu'on va gagner 1 heure. Là, on va perdre 1 heure de sommeil. Vous êtes sûr? Non, du tout, parce que tous les ans, c'est la même question qui se repose. J'en sais rien, à chaque fois, tous les ans, je me trompe, je ne sais plus. Non, je ne sais pas du tout. Il y a encore un changement d'heure à faire. Bon, on l'avait déjà changé, non? C'est pour le printemps, là? Ah ouais? Il faut encore changer l'heure? Ah ben alors? Non, ben je ne suis pas au courant. Alors effectivement, on change à nouveau d'heure, c'est comme ça chaque année, 2 fois par an, en mars et en octobre. L'idée est de faire correspondre les heures d'activité et d'ensoleillement pour limiter l'utilisation des éclairages. Et pour répondre à la question, ce week-end, on perd 1 heure de sommeil, c'est-à-dire qu'on avance d'1 heure. Le changement s'effectuera dans la nuit de samedi à dimanche. En allant vous coucher samedi, donc changez simplement vos montres et vos réveils surtout. Et madame, sachez que nous changerons à nouveau d'heure le 25 octobre.
octobre pour la période d'hiver. D'ici là, on va d'abord s'habituer au rythme d'été, du moins pour le sommeil, puisque le ciel, lui, ne semble toujours pas décidé à se mettre, ne serait-ce qu'au rythme du printemps. Le week-end sera digne d'un automne, ciel gris et humide. Quelques averses pourraient même s'échapper des nuages. Seul rayon de soleil, la douceur qui semble progressivement réapparaître. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous détaille les prévisions de ces 2 prochains jours. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Carlo Laboureux pour un point complet sur les résultats du second tour. Avant ça, n'oubliez pas que vous pourrez découvrir les chiffres en direct à partir de 19h55 sur TV Vendée dans l'émission spéciale élections départementales. Bon week-end à tous.